Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme tous les vendredis matins, il est désormais temps d'accueillir sur le plateau le président de Valcan Expertise, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Éric. Donc comme je le rappelle, vous êtes le président de Valcan Expertise et comme à votre habitude, vous allez commenter pour nous les principaux faits macro, micro, géopolitiques et nous expliquer quelles sont leurs conséquences, leur impact sur les marchés actions. On va commencer Éric par votre bilan de la semaine. Le bilan est positif, très positif à tous les niveaux. Des deux côtés de l'Atlantique, on a monté d'à peu près 2%, ce qui reste une hausse importante après un décalage haussier de plus de 20% depuis début octobre, en tout cas sur les actions européennes, et une hausse à nouveau de 0,7% de l'euro. Donc ça, c'est un phénomène assez nouveau. On est à 1,04, on valait 96 centimes et demi début octobre. Donc les trois grands indicateurs sont à la hausse cette semaine. Ok, très clair. Et donc on va commencer le tour de votre actualité par les minutes de la BCE qui ont été publiées cette semaine et dans lesquelles on retient que potentiellement on pourrait les sages de l'institution pourraient éventuellement freiner la hausse de taux et non pas passer à 75 points de base, mais éventuellement 50 points de base pour la prochaine réunion. Oui, c'est un premier point qui est important évidemment, parce que le marché suit de très très près ce que disent les banques centrales, et notamment la BCE. Et donc le chef économiste de la BCE a effectivement considéré que les arguments étaient maintenant plus en la faveur d'une hausse, non pas de 75 points de base, mais de 50 points de base pour la prochaine hausse des taux de la BCE, qui va avoir lieu de toute façon au mois de décembre. Donc c'est bien sûr, et tout chose égale par ailleurs, un élément plutôt positif, puisqu'on est bien dans la validation finalement d'une forme de ralentissement de la punition monétaire telle qu'elle existe depuis le mois de mars de cette année et un peu plus tard en Europe. Et donc c'est bien sûr positif pour le scénario de marché à court terme. Et est-ce que, et ça va être votre deuxième actualité, est-ce que ce sont la publication des PMI en début de semaine, en milieu de semaine, qui aurait incité la BCE à tenir ce genre de discours en Europe bien sûr? Alors les PMI sont des indicateurs avancés, donc il faut revenir sur la méthodologie de ces indicateurs, mais ils sont très suivis par les marchés en tout cas. Ces PMI nous ont dit en gros qu'il y a une conjoncture européenne qui pourrait se stabiliser, alors que c'est finalement sur l'Europe que convergent l'ensemble des inquiétudes conjoncturelles, considérant que l'Europe va avoir une récession plus forte qu'aux États-Unis, pour différentes raisons, et notamment les raisons énergétiques. Mais effectivement, ces indicateurs qui ont été publiés cette semaine, qui est donc l'indice Flash, qui est publié 10 jours avant la fin du mois, avant la publication donc, du définitif. des données définitives, sont plutôt favorables, parce qu'on a à la fois finalement une sorte de stabilisation de la baisse, stabilisation de la baisse, en quelque sorte, une stabilisation de la contraction, et par ailleurs, l'idée que l'inflation serait peut-être en train de se calmer un petit peu, les tensions inflationnistes se calment au sein de l'Europe, comme on l'a vu aux États-Unis, donc c'est plutôt une bonne nouvelle à nouveau. Oui, c'est ça, une bonne nouvelle, même si on peut parler de récession modérée, donc est-ce que c'est une demi-bonne nouvelle quand même? On reste en récession, on parle toujours de récession, et pour preuve, la Suède, le marché immobilier suédois qui s'effondre littéralement. Alors oui, le marché a aujourd'hui la capacité de ne regarder que ce qui lui plaît et que ce qui est positif. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une qualité. Les marchés ont mis leurs lunettes roses, et alors que il y a quand même des choses qui sont noires. Bon, et là, c'est pas moi qui l'invente, c'est la chute des prix de l'immobilier en Suède qui atteint 14% en 6 mois. Alors évidemment, la Suède est un pays un peu spécifique. On sait que les pays du Nord et les pays pas si au Nord que ça, notamment les Pays-Bas, ont un endettement des ménages considérable pour leur immobilier. Les États ne sont pas endettés, mais c'est sur les ménages qui le sont. À l'opposé de l'Italie, par exemple. Mais donc en Suède, il y a un endettement très important au niveau de l'endettement pour acquérir son appartement ou sa maison, et cet endettement est contracté à taux variable. Ouais, donc forcément, ça tape. Ça tape très fort quand les taux remontent. Et donc c'est ce qui se passe tout simplement. Et la Suède vit sa plus forte crise immobilière, sa plus forte baisse des prix depuis 30 ans. Rappelez-vous le début des années 90 qui a été catastrophique sur les marchés immobiliers mondiaux. On continue sur le marché immobilier, mais cette fois-ci outre-Atlantique, puisque le marché immobilier américain est difficile à analyser, j'ai l'impression quand même. C'est-à-dire que
Les ventes il est difficile à augmentent, analyser. mais Il faut l'analyser. les permis de construire augmentent, les ventes baissent, enfin, c'est Il faut l'analyser. Il y a un phénomène de rattrapage sur un certain nombre de statistiques, notamment l'immobilier, la construction, le prix des maisons neuves, les livraisons de maisons neuves, etc. Il y a un rattrapage. Il faut voir qu'on est dans un trou qui était lié à quand même une crise sanitaire qui a affecté le marché immobilier américain. Donc on est juste toujours en train de rattraper sur ces métriques-là. Alors que les prix, finalement, de l'ensemble du parc immobilier, qui sont mesurés par l'indice Case-Shiller, par exemple, sont en train de baisser. Et donc, à nouveau, je relate des faits ou des travaux qui sont menés par des autorités a priori compétentes, notamment la Fed, la Banque de réserve du Texas, et donc l'économiste de cette banque centrale des États-Unis a dit que la baisse des prix pourrait aller jusque 15 à 20%. Voilà, donc c'est quand même... Ça montre bien le problème immobilier américain pour l'année 2023, avec ce graphique que j'ai déjà montré, je crois, et qui montre d'une façon très claire l'évolution à très long terme des prix de l'immobilier en noir par rapport au PIB américain en bleu, basé à 100 il y a 22 ans. Donc on voit bien qu'on est sur une forme de bulle, on a dérivé vers le haut par rapport à la tendance naturelle du PIB, alors que le taux d'intérêt, le taux hypothécaire, le deuxième paramètre clé pour l'accession à la propriété, c'est le revenu des ménages d'une part, et d'autre part c'est le niveau d'emprunt, les conditions financières. Le coût du financement. Et ces taux hypothécaires ont quand même triplé dans un phénomène qui est assez historique. Donc ça explique pourquoi cet élément-là est bien sûr négatif au scénario de marché. Ok, d'accord. Et donc avec l'ensemble de ces nouvelles, quelle est votre synthèse ? La synthèse est neutre cette semaine. On a donc deux éléments plutôt favorables en ce qui concerne la conjoncture économique et la conjoncture monétaire, en quelque sorte, tel que je viens de le dire. Et puis, deux points négatifs sur l'immobilier. Rappelons-le, il faut le rappeler, l'immobilier est un facteur considérable dans un scénario de marché. C'est la pierre angulaire, c'est qu'elle le dire, du patrimoine des ménages. Et une baisse des prix de l'immobilier, c'est finalement, ou une crise immobilière, c'est un phénomène très long, très pernicieux et très défavorable. Donc on a deux points négatifs là-dessus. Au total, ça vient donc compenser des points positifs par ailleurs. Donc on a une actualité neutre cette semaine. Ok, neutre. Du coup, dans cet environnement, quelle est votre recommandation d'investissement ? Alors nous, on considère toujours qu'il faut être prudent sur les actions, même si elles montent. La hausse actuelle est un peu paradoxale, en tout cas en Europe. On a effectivement franchi des seuils très importants il y a une dizaine de jours. C'est 6600 points, en gros, et donc on reste au-dessus et on s'installe au-dessus. Ce phénomène-là, qui valide un retour dans un marché haussier, ce qui me surprend beaucoup, qui n'est pas en ligne avec mes anticipations, mais bon, c'est la réalité. Cette réalité-là n'est pas partagée par le marché américain. Le S&P 500 n'a pas franchi des seuils très importants. Il reste toujours en deçà de sa moyenne mobile 1 an. Sa configuration générale est baissière. Et donc je pense qu'on est, comme chaque jour, dans un instant très important, avec notamment ce que vont faire les ventes de Black Friday, qui sont effectivement importantes aux États-Unis pour prendre la température du consommateur américain, pour lequel tout a été sacrifié. Le consommateur a maintenu son niveau de consommation aujourd'hui en puisant dans son épargne. C'est très très clair. Ses revenus baissent aujourd'hui. Il y a un phénomène de baisse réelle des revenus américains qui est compensé par soit une ponction sur son épargne, soit un endettement pour consommer, ce qui est quand même pas normal, je pense. Donc globalement, nous on considère toujours que les investisseurs de long terme ne doivent pas venir maintenant acheter des actions. Le prix d'entrée n'est pas en ligne avec les perspectives que l'on doit obtenir sur ce type d'investissement risqué. Donc nous sommes toujours dans une logique de sous-pondération importante des actions. Des actions, ok, très clair. Merci beaucoup Eric pour vos explications. Je rappelle donc que vous êtes président de Valcan Expertise et qu'on vous retrouve tous les vendredis sur notre plateau. On marque une rapide pause et juste après ce sera notre point bourse. À tout de suite sur TF Finance.